On a vu tantôt qu'il y avait l'histoire des rôles, hein? Ben, le transfert, là, c'est quand le patient, il perd son rôle. Puis il t'en donne un autre. Il veut que tu sois son ami, il veut que tu sois son papa ou sa maman, puis il veut que tu sois son chum ou sa blonde. Okay? Il fait un transfert, c'est-à-dire qu'il voit quelque chose en toi que t'es pas supposé d'être là pour ça. OK? Donc, Freud a parlé du concept de transfert au sens psychanalytique. Et c'est en 1895, donc c'est pas nouveau. Donc, je vous dis, ça fait quoi, au-dessus de 100 ans là, que ce concept-là a été mis en évidence par Freud. Et puis, il parle plus spécifiquement dans ses écrits, pour la première fois, dans les études sur l'hystérie en 1905. En dehors du cadre de la psychothérapie, le transfert, c'est un phénomène normal, puis il est omniprésent dans toutes les relations. Il y a des enfants à l'école qui font du transfert sur leur prof. La première blonde ou le premier chum que vous avez eu, c'était fort probablement du transfert que vous avez vu dans votre blonde ou votre chum, des caractéristiques de votre papa ou de votre maman que vous aimiez beaucoup. Ou le contraire. OK? Et ça arrive à tout le monde, ça. Que ce soit des relations professionnelles, hiérarchiques ou amoureuses. Même chose quand on est dans un domaine. C'est sûr, nous, les acupuncteurs, on est tous en pratique privée, on n'a pas de patron. Mais pour certaines personnes, effectivement, il y aura un transfert sur le patron ou le patron sur un employé. Souvent, c'est le cas, les partenaires n'ont pas conscience du transfert. Puis quand ça t'arrive, tu le sais pas. Puis un jour, il y a quelqu'un qui dit « Hey, tabarnouche, ta blonde, elle ressemble à ta mère, hein? » Hein? Okay. Le professionnel compétent, hein, grâce à sa démarche réflexive, est supposé être à même de savoir de quoi sont tissées ses relations professionnelles aux autres. Donc, dans la démarche éthique qu'on vous propose de faire, on va vous donner des éléments clés tantôt qui vont vous permettre d'identifier des situations où, éventuellement, vous êtes dans une situation comme ça, ou le patient. C'est important de ne pas interférer avec l'histoire du patient quand il y a un phénomène de cet ordre-là. Pour demeurer un professionnel, c'est-à-dire, hein, on vous a dit tantôt, on n'est pas supposé d'entrer dans le matériel personnel du patient. Bon, c'est sûr, il nous compte sa vie, là. Donc, c'est sûr qu'on intervient dans son matériel personnel, mais au niveau professionnel, pas au niveau personnel. C'est-à-dire que c'est pas Raymond Bourret qui parle à la personne, c'est l'acupuncteur. Bon, c'est sûr, l'acupuncteur il s'appelle Raymond Bourret, là. Mais c'est pas pareil. C'est un peu comme quand je signe mes lettres, quand je suis à l'ordre des acupuncteurs, je signe le président Raymond Bourret. C'est pas Raymond Bourret dans la job de président qui signe la lettre. C'est la fonction, le président, qui, elle, est occupée par quelqu'un qui s'appelle Raymond Bourret. Donc, la lettre n'est pas signée par un individu, elle est signée par une fonction. C'est un peu la même chose en clinique. Oui, on est des individus, puis on est investi personnellement dans cette relation-là et dans cet acte-là très intime qu'on pose avec quelqu'un qui vient nous demander de l'aide, mais c'est la fonction qui est là agissante, et non pas l'individu. C'est sûr que la fonction se sert de l'individu pour s'actualiser et prendre forme. Mais c'est la fonction qui est agissante. Donc, c'est l'acupuncteur. Donc, l'acupuncteur doit être en mesure de repérer les diverses figures qu'il incarne pour son patient, ne peut pas y répondre de manière personnelle ou émotive. Un peu à la blague, ce matin, je vous disais, il m'a pété une crise, j'ai répondu sur le même ton. Bien, s'il te pète une crise, bon, peut-être tu as fait ce qu'il fallait pour qu'il la pète, ça, c'est un autre paire de manches. OK? Mais vous dites, si quelqu'un, je sais pas, le patient qui est arrivé à la dernière minute, puis dit « Je m'excuse, je peux pas vous prendre, je vous conseille d'aller à l'urgence. » Puis là, je veux dire, il te saute d'en face, puis il te traite de tous les noms, puis tout ça. Puis toi, tu as été super correct, là. Ben là, il est en transfert. C'est-à-dire qu'il voit quelque chose en toi qui correspond à quelque chose qu'il a déjà vécu dans le passé, puis c'est toi qui payes la note pour les autres. Puis ça arrive tout le temps, là. Tu sais, le transfert, là, c'est l'histoire... tu sais, du gars ou de la fille qui arrive à la maison, ça n'a pas été bien à job, puis qui engueule son conjoint ou sa conjointe, puis la conjointe ou le conjoint engueule les enfants, puis l'enfant donne un coup de pied au chat. Tu sais.
une cascade de transferts. OK? La réponse personnelle de l'acupuncteur au transfert du patient va témoigner de ce qu'on appelle le contre-transfert. Hein, dire, la personne se fâche, tu y réponds sur le même ton. Tu as pris ça personnel. C'est pas évident à pas prendre personnel, je suis d'accord avec vous. C'est une grosse job. Comme le client ou la cliente qui t'a dit « T'es la personne la plus extraordinaire que j'ai rencontrée dans ma vie et j'aimerais ça passer les restes de mes jours avec toi, puis on va commencer par passer la nuit ensemble. » C'est quand même difficile de ne pas prendre ça personnel. Hein? Parce que, je veux dire, la personne, ça dit « Wow, tu sais, t'es quelqu'un... » Hein? C'est difficile. Okay? Mais si je réponds personnellement à ça, là, je suis en contre-transfert. C'est-à-dire que je perds mon rôle et je perds de vue le rôle de l'autre. Je considère plus que l'autre est mon patient puis il est en train de me signifier un des aspects de sa problématique, un des aspects de sa souffrance, qui probablement fait partie de sa pathologie. Et là, j'y réponds d'une manière personnelle, puis je la confirme dans sa pathologie. Cool. Tu as raison d'être en yang exacerbé du foie, mon homme. Continue. Je vais t'aider à être encore plus fâché. Donc, Freud, en 1910, parle aussi du contre-transfert comme étant l'influence qu'exerce le patient sur les sentiments inconscients de son analyste. 5 ans plus tard, il prône l'indifférence face au client comme attitude idéale à conserver dans la relation thérapeutique et la perte de cette indifférence comme étant le signal de ce qu'on a perdu la maîtrise du contre-transfert. C'est pour ça qu'en psychanalyse classique, le patient il est couché sur le petit lit en arrière puis je le regarde même pas. On évite tout contact personnel. C'est une voie. Il y a une joke pour les Rogériens. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le monde de la psychothérapie. Les Rogers, c'est Ah oui, M. Rogers, ça va pas bien. Tellement, je pense que je vais mettre fin à mes jours. Dr. Rogers, j'ouvre la fenêtre, là. Dr. Rogers, je vais sauter en bas, là. OK, je saute, là. Donc, c'est l'indifférence face au client. Est-ce qu'on peut être vraiment indifférent face à un client qui nous manifeste quelque chose? OK? Le contre-transfert nous dira, par contre, Assagioli, étant essentiellement le transfert que fait l'intervenant sur son patient. Il est donc essentiel que ce phénomène soit analysé et résolu pour que ces intervenants acquièrent un degré supérieur d'autonomie, de perspicacité dans leur pratique professionnelle. J'aime beaucoup mieux ça. Plutôt que de parler de l'indifférence et de demeurer froid. Okay? Ici, on dit, Assagioli, qui est celui qui a formulé la théorie de la psychosynthèse, qui s'appelait à l'époque la biopsychosynthèse, ça devra être analysé et résolu pour devenir davantage autonome et perspicace. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sens, moi, où je réalise que je suis dans une position d'éventuel contre-transfert, que ce que me fait ou ce que me dit la personne qui est devant moi, ou encore ce qu'elle est, tout simplement, provoque chez moi une réaction personnelle, ça veut dire que moi, j'ai du travail à aller faire sur moi. Et en même temps, ça peut me donner une information sur la problématique du patient. Évidemment, c'est pas toujours évident, après ça, de replacer ça dans le cadre de l'acupuncture, dans le modèle qu'on a, même si c'est un modèle assez performant, où on inclut à la fois les attitudes, les émotions, les attitudes mentales, les comportements, etc. On peut introduire les rêves là-dedans. Il n'y a aucun aspect de la vie de la personne qu'on peut pas placer à quelque part dans la grille. Mais c'est sûr qu'il faut développer, je dirais, la capacité ou la compétence d'être capable, après ça, à ce niveau psychologique inconscient-là, d'être capable de ressortir le matériel et, après ça, de l'appliquer dans la grille pour peaufiner mon intervention. André Paré, lui, il disait, en parlant du transfert,
il disait qu'il se réalise lorsque le client tente d'établir avec son acupuncteur, lui il parlait des professeurs, puisque c'était un de ceux qui m'a formé en psychopédagogie, il parlait de lui surtout des professeurs. Le client tente d'établir avec son acupuncteur le même type de rapport qu'il a établi antérieurement avec des personnes significatives et tente de reproduire un type de relation qu'il connaît bien. C'est-à-dire que la personne essaie de rétablir quelque chose qu'elle connaît déjà. Ou elle est en pouvoir, elle est en contrôle quand elle est là, et elle réussit à satisfaire ses besoins lorsqu'elle joue ce personnage-là, lorsqu'elle joue ce rôle-là. On est vraiment au niveau des rôles, là. C'est la pièce de théâtre. La personne joue un personnage qui n'a rien à voir avec ce qui est supposé de se passer là. Et ça nous arrive tous, ça. Bon, je sais que probablement vous autres, ça vous est jamais arrivé, mais moi, ça m'est arrivé que certains patients, certaines patientes, j'ai juste eu envie de les prendre dans mes bras puis de les petits. Tu sais, une attitude paternelle, compatissante. Bon. C'était mon point faible. Hein? Mais je pense que ça nous est tous arrivé un peu d'avoir ce réflexe-là. Tu as envie de faire ça. Ça n'a pas d'allure ce que tu vis là. Tu sais, c'est comme... Ou encore, la personne te raconte quelque chose, puis tu as comme vécu à peu près la même affaire l'année passée, là. Puis là, la personne te compte, te met son matériel sur la table, tu te mets à broyer avec. C'est de ça qu'on parle, là. C'est de ça dont on parle, là. C'est sûr, des fois, c'est pas trop problématique. Parce que ça nous permet de mieux comprendre. Dans la mesure où on n'entre pas personnellement là-dedans, et nous, de notre côté, où on a résolu cette problématique-là. Tu sais, la personne te manifeste tout son désespoir ou toute sa colère par rapport à une séparation qui vient d'arriver, puis toi, tu t'es séparé l'année passée, puis tu es encore dans le même bag. Tu dis, oui, t'as dit que moi, maison, tu vas te donner le nom de mon avocat, tu vas voir, il va te régler ça. Hein? Tu es en contre-transfert. Le contre-transfert se réalise lorsque l'acupuncteur réagit de façon personnelle au transfert du client. L'attitude du client trouve alors la réponse qu'il reçoit habituellement, à moins que le thérapeute soit assez vigilant pour prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Il y a des indicateurs qui nous permettent de savoir si on est en contre-transfert. Ils sont plus ou moins pertinents pour certains, puisqu'ils correspondent davantage au monde de la psychothérapie ou de la psychanalyse. Mais incapacité de comprendre certains aspects du matériel du client qui touchent aux problèmes personnels du thérapeute. Ah non. On peut dire, je trouve ça tellement difficile d'avoir à gérer telle affaire, puis ça me fâche tellement, cette affaire-là. Ah mais non. Pourquoi ça te fâche? Ça n'a pas d'affaire. Non, arrête de broyer là-dessus, là. Tiens-toi debout, envoie. Hein? Tu comprends pas que c'est difficile pour l'autre, parce que toi aussi, tu es là-dedans. Les sentiments dépressifs ou de malaise pendant ou après les séances avec certains patients, celui je vous parlais tantôt, tu vois son nom dans l'agenda, là, puis « Ah, tabarnouche, ça y est, la journée va être dure. » Hein? À qui c'est pas arrivé, ça? Hein? Ou encore, il y a un patient qui te parle, là, puis là, tu te mets à bâiller. L'autre avant, tu bâillais pas. L'autre après, tu bâilles plus. Ce patient-là, tu bâilles. Hein? Madame vient de voir un visage. Hein? Inattention au changement d'horaire. Oublier le rendez-vous du client, être en retard, prolonger la séance sans raison particulière. Tu l'oublies sur la table avec les aiguilles, tu barres la porte, t'en vas te coucher. C'est arrivé? C'est arrivé. Somnolence persistante de l'acupuncteur pendant la rencontre. Cultiver la dépendance continue du patient de diverses façons, spécialement par des réassurances non nécessaires. Tu penses que tu es essentiel au patient. Tu veux pas qu'il s'en aille. Tu veux le garder. Parce que s'il s'en va, il va y avoir un trou dans ta vie. Urgence de s'engager dans des bavardages professionnels concernant un client. On parle tous de nos clients, là, parce que c'est des beaux cas, là. Mais à un moment donné, tu t'aperçois que tu parles plus du cas, tu parles de la personne.
Sadisme et brusquerie non nécessaires dans la formulation de commentaires ou d'interprétations, ou le contraire. On a eu quelques cas en discipline comme ça. La personne s'adresse d'une manière agressive au patient, parce que le patient veut mettre fin au traitement, parce qu'il veut changer d'acupuncteur, parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que l'acupuncteur vient de lui dire. L'acupuncteur, il se fâche. Vouloir que le patient aille mieux pour l'amour de sa propre réputation et de son propre prestige. Bon, c'est sûr, on n'aime pas ça quand ça va pas bien. Hein? On aime ça plutôt quand on réussit. Ça, c'est normal. Mais quand ce qui motive vraiment mon intervention, c'est pour que moi, j'aille de l'air bon et non pas parce que le patient va mieux, il y a un petit problème. Chérir le cas dans son cœur, est effrayé à l'idée de perdre le patient. Sur- ou sous-évaluer les arrangements financiers avec un client. Par exemple, le laisser considérablement redevable sans analyser cela ou essayer de l'aider à avoir un prêt, par exemple. Ah oui, t'as des problèmes financiers, je vais t'arranger ça. Je connais mon chum et gérant de banque, je vais t'arranger ça. Je vais intervenir dans ton dossier financier. Ou encore, le patient arrive, il dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est pas grave, écoute, je vais te faire crédit. Fait que tu lui montres une facture de 3 000 à 4 000. Ou encore, tu ne charges pas. Tu donnes les traitements gratuitement. Pourquoi? On a tous donné des traitements gratuits, on s'entend, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, tu décides de lui donner des traitements gratuitement? Ou encore, moi, j'avais des patients, le gars, il me payait avec des œufs quand les poules pondaient. Des semaines, j'en avais 4, des semaines, j'en avais 6, des semaines, j'en avais pas. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Combien tu as de patients comme ça? Puis qu'est-ce qui différencie ces patients-là de d'autres? Démarche éthique. Je vous dis pas de ne pas donner de traitement à personne. Mais pourquoi? C'est important d'être clarifié. Se mettre en colère là, si le patient manifeste son désir de mettre fin à la relation. Avoir des expériences de sentiments répétés d'affection ou érotiques envers le client, bien là, je pense que c'est assez clair. Rechercher la sécurité, utiliser des formules narcissiques comme essayer d'impressionner le client de différentes manières. C'est un peu comme tu essaies d'impressionner un gars ou une fille que tu essaies de séduire. Là. Tu peux dire comment tu es bon, comment tu fais. Retirer des satisfactions conscientes des éloges, appréciations et évidences d'affection d'un client. C'est sûr que ça nous fait tout le temps plaisir quand le client nous dit qu'ils sont tellement contents du travail qu'on a fait pour eux. C'est normal. OK? Mais à un moment donné, ta réaction à ça, ça se peut qu'elle soit pas, elle, normale. Argumenter avec le client sur un aspect. Là, on est plus dans la psychologie. Essayer d'aider le client de façon extra-acupuncturale. Désirer de voir le client à l'extérieur de l'espace professionnel, l'inviter à sortir, à prendre un café, etc. Ou accepter l'invitation d'un client ou d'une cliente d'aller prendre un café. Une tendance compulsive à s'acharner sur certains points de la problématique du patient. Ça, on est plus dans la psychologie. C'est ça, un jour, j'avais une cliente, c'était un mannequin. Ça... Une belle femme. Puis elle m'a vraiment, il y a une affaire, j'aimerais te parler, j'aimerais ça aller prendre un café avec. Hey, monsieur, tu as vu la machine à partir? Juste le fait d'être vu en sa présence en public. Hein? C'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un de magnifique, c'est ça. Puis là, elle est avec moi. Hein? Non, je regrette. C'est quelque chose que je refuse de faire. L'inciter à exprimer fortement ses émotions à répétition, avoir une augmentation ou une diminution soudaine d'intérêt pour certains types de cas, rêver du patient ou nourrir des fantasmes, ben là, adopter des comportements de séduction face au patient, être sexuellement excité face au patient ou en pensant à lui, être tenté de prolonger le traitement alors que le patient n'en a plus besoin ou que les résultats ne sont pas probants, avoir le sentiment que le patient ne peut rien sans moi. Tous des signes qui vous permettent de sonner une cloche. Il y en a peut-être d'autres. Mais si jamais il y a quelque chose comme ça qui se passe dans votre exercice, vous devez vous poser des questions. Ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement en contre-transfert, mais il y a des chances. Puis
Puis si vous êtes en contre-transfert, il y a des fortes chances qu'il se passe quelque chose qui vous amène à déroger au code de déontologie. Parce que vous allez être impliqué personnellement, vous aurez perdu votre rôle. Vous serez devenu un amant ou une maîtresse, vous serez devenu un ami ou une amie, vous serez devenu un papa ou une maman avec votre client. Et ça, c'est interdit.